Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour cette première masterclass French Tech Central, dont le thème retenu est la commande publique. Je suis Isabelle, référente French Tech Central pour la French Tech in the Alps Valence-Roman. Alors, très brièvement en 2 mots. French Tech Central, peut-être c'est nécessaire de rappeler parce que peut-être que ça reste un peu flou pour certains d'entre vous. C'est un programme d'envergure nationale qui a pour objectif de rapprocher les acteurs publics des entreprises et de permettre ainsi aux entreprises de faciliter leur démarche par justement l'expertise et l'accompagnement des services publics. Voilà. Nous allons ce matin vous proposer un échange donc, avec le conseil départemental de la Drôme. 3 intervenantes que je vais vous présenter, que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté de participer, d'avoir accepté d'animer cette première masterclass. Alors, Catherine Gérard, à ma gauche, chef du service achat. Marjorie Espitalier, responsable achat, services et fournitures. Et Clémentine Fayolle, directrice achat, juridique et affaires générales. Voilà, donc je vais vous laisser la parole, Clémentine, mais avant, je tiens à rappeler aux personnes qui sont dans la salle qu'elles peuvent nous interrompre à tout moment si elles ont des questions, sachant que certaines questions ont été posées en amont et qu'on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Clémentine, la parole est à vous. Merci Isabelle. Donc, merci d'être là présent ce matin. Nous sommes vraiment ravis d'être présente pour vous parler de la commande publique et surtout vous convaincre d'oser. Voilà, clairement, ça va être notre message aujourd'hui, oser la commande publique. La commande publique a énormément évolué ces dernières années. Elle permet des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus de possibles aujourd'hui, et notamment les échanges. Alors les échanges dans un cadre qui est réglementé, ça c'est une évidence, nous sommes tenus à une réglementation. Mais par contre, là où auparavant on n'imaginait pas discuter avec les entreprises, on était simplement dans un cadre juridique, nous sommes aujourd'hui dans un cadre juridique et économique. La preuve, dans le code de la commande publique, maintenant nous faisons référence aux acheteurs. Aujourd'hui, clairement, au département de la Drôme, nous avons créé un service achat depuis 2018. C'est vraiment une preuve de l'évolution de la commande publique. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est vraiment vous convaincre d'oser et vous expliquer dans quel cadre. Donc aujourd'hui aussi, l'objet, c'est de vous dire et de vous donner les clés pour pouvoir aller vers les acteurs publics et être force de proposition, car aujourd'hui, les forces publiques en ont besoin. Nous avons un vrai devoir de gestion des deniers publics et c'est avec le monde des entrepreneurs que nous pourrons aller vers cet objectif. Encore une fois, dans un cadre réglementé, on ne peut pas discuter à n'importe quel moment et n'importe comment avec les entreprises, mais néanmoins, c'est possible et c'est ce que nous allons vous démontrer ce matin. Le propos que nous allons tenir, c'est vous expliquer qu'est-ce que la commande publique et vous donner les grands principes. Et puis ensuite, nous vous expliquerons à quel point nous pouvons simplifier cette commande publique et vous aider à aller vers cela. Voilà, je vais donc laisser la parole à Catherine pour la suite. Merci Clémentine. Donc la commande publique, c'est avant tout les dépenses des collectivités territoriales et de tous les acteurs publics, l'État. Donc c'est quand même une manne économique qui se déverse sur l'ensemble de notre territoire. Et donc cette manne économique, de par la société, de par ses changements, de par le regard du citoyen sur les actions et des dépenses de nos impôts, tout simplement, font qu'on se doit de rendre compte, d'expliquer, de répondre en fait aux 3 principes fondamentaux de la commande publique. Donc l'égalité de traitement, la transparence et la liberté d'accès à la commande publique. Donc, excusez-moi de vous interrompre, vous entendez quoi par transparence ? Alors la transparence, c'est tout simplement le rendre compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un acheteur est en train de mener à bien une procédure, répondre à son besoin, il doit absolument être en capacité d'expliciter ce
comment il s'y prend, comment il met en œuvre les textes, comment il traite de façon égalitaire les prestataires qui ont choisi, fait l'effort de nous répondre. Nous, on a besoin des entreprises et les entreprises ont besoin de nous. Donc, c'est extrêmement important que l'on soit en capacité d'expliciter. Tout bêtement, un petit secret de fabrication, lorsque le service achat travaille avec un technicien pour la mise en place d'un besoin au sein du département, très souvent, on leur demande « vous voulez mettre ce critère, mais comment vous allez juger de ce critère ? Qu'est-ce que ce critère représente pour vous ?» Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière nous, service achat, on va devoir expliciter comment on a jugé des offres. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc je passe la parole à Marjorie. Donc le droit européen et le droit interne, le code de la commande publique, prévoit des procédures qui sont plus ou moins formalisées en fonction du montant du marché. Donc le montant du marché, en fait, on peut le déterminer déjà en faisant un recensement en année N-1. Donc il y a des achats qui sont prévus en année N, on les recense en année N-1. Ensuite, on essaie de les répartir en fonction de découpage que l'on fait au sein de la collectivité. Nous, on a 300 familles, on appelle ça des familles. Et en fonction du montant affecté à la famille, on sait quelle procédure on doit mettre en œuvre. Après, il y a aussi une autre méthode qui ne correspond pas vraiment au montant sur la famille, mais à un besoin déterminé. C'est-à-dire qu'on a un projet que l'on prévoit de mettre en œuvre et on réunit en fait tout ce qui concourt à la réalisation de ce projet. Et ça a un montant et c'est ce montant qui détermine la procédure à mettre en œuvre. Donc, on a les deux façons de voir. Ensuite, en fonction du montant, on a des seuils qui sont européens ou on a des seuils qui restent au niveau national. On a un tableau qui vous permet de voir quels sont les seuils. Il y a une différence qui se fait selon si on se situe en matière de travaux ou en fourniture et services. Si vous êtes en travaux, le seuil est le même pour tous les acheteurs. Quels que soient les acheteurs, le seuil est à 5 382 000 €. Ensuite, quand vous êtes en dessous, quand vous êtes dans des fournitures et des services, vous avez un seuil qui est différent selon le type d'acheteur. Donc, si c'est l'État, c'est 140 000 €. Si c'est une collectivité territoriale comme nous au niveau du département, c'est 215 000 €. Et ensuite, si c'est une entreprise du type EDF, SNCF, La Poste, une entité qui intervient en tant qu'opérateur de réseau, elle intervient dans l'énergie, le gaz, les transports. Dans ce cas-là, le seuil sera de 431 000 €. Donc à partir de ces seuils-là, on est en procédure formalisée. La procédure la plus connue, c'est l'appel d'offres. Voilà. C'est celle qui est vraiment la plus courante. Après, il y a d'autres procédures, mais vraiment, voilà, celle qu'il faut retenir, c'est l'appel d'offres. En dessous, on a des seuils qui sont des seuils qui sont prévus qui correspondent à des procédures adaptées. C'est un seuil de 40 000 €. Et le seuil de 40 000 €, en fait, il peut aussi quand même varier en matière de travaux. En fourniture et services, on reste à 40 000 €. Donc, on est en procédure adaptée. Et quand on est en dessous, nous sommes en procédure qu'on appelle aussi gré à gré. C'est le terme que l'on connaît habituellement. Et ce sont des procédures qui sont sans publicité et sans mise en concurrence. Il y a une variation. Quand vous êtes en travaux, il y a une dérogation qui est temporaire, qui permet d'être en procédure sans publicité et sans mise en concurrence jusqu'à 100 000 €. Et enfin, il y a un nouveau seuil qui est en train d'application en 2018 et qui a été prolongé. Là, ça va peut-être vous intéresser, c'est surtout les achats innovants. Et pour les achats innovants, on est en marché sans publicité et sans mise en concurrence jusqu'à 100 000 €. Voilà. Donc là, il faut avoir un procédé, une méthode de fabrication ou une méthode de commercialisation récente, nouvelle, on appelle ça nouvelle, ou bien adaptée, quelque chose qui a été quand même modifié sensiblement. Voilà. Donc dans ce cas-là, on est en marché en achat innovant jusqu'à 100 000 €, sans pub et sans concurrence. En matière de travaux, c'est un seuil qui est temporaire en fait, c'est-à-dire que c'est censé se terminer au 31 décembre 2022. Donc c'est spécifique aux travaux et pour les achats innovants, il n'y a pas de... Voilà. Ah oui, j'ai juste oublié de vous préciser aussi que quelquefois, on peut aussi être en procédure adaptée, quel que soit le montant. C'est-à-dire qu'on a des secteurs, qu'on appelle les secteurs spécifiques ou plus tournés vers tout ce qui est social, récréatif, culturel et sportif, où on est en procédure adaptée, quel que soit le montant.
Donc si vous avez à intervenir dans ces domaines-là, vous ne serez normalement jamais en appel d'offres. Vous resterez en marché à procédure adaptée, quel que soit le montant. Voilà. Donc moi, je vais vous expliquer ce que sont les avantages. Enfin, on va se relayer, mais quels sont les avantages en fait en lien avec la commande publique. Qu'est-ce que la commande publique peut vous apporter de plus que dans vos marchés et relations avec les fournisseurs privés avec lesquels vous pouvez déjà travailler. Donc, une chose qui est très peu su, c'est que la commande publique nous oblige, les textes de la commande publique nous obligent à payer en 30 jours nos fournisseurs, prestataires, etc. Donc on a un délai global de paiement. Vous savez qu'il y a les acheteurs, puis derrière les services des impôts, péridépartemental pour nous ou trésorerie pour les autres, qui nous obligent à quand même avoir des procédures de paiement un peu longues, mais nous sommes contraints de payer en 30 jours. Donc ça, c'est un vrai avantage pour les entreprises. Nous avons aussi pas de défaut de paiement. Généralement, les collectivités territoriales, l'État ne sont pas en faillite et ça permet quand même d'être sûr d'être rémunérés. Nous avons aussi dans les textes une avance qui est prévue dans les contrats. Très souvent, elle est au minimum à 10%. Donc, il faut quand même avoir un marché supérieur à 2 mois et 50 000 €. Mais dans le cadre des marchés inférieurs, il est tout à fait possible pour les entreprises de négocier cette possibilité de verser des avances. Il y a aussi possibilité d'augmenter ces avances. Donc, si vous avez un marché avec des besoins importants, où vous devez avoir une trésorerie un peu conséquente en début d'exécution du contrat, à ce moment-là, vous avez la possibilité de négocier une avance. Donc ça, c'est quelque chose qui est à retenir et qui peut être fondamental pour les entreprises qui débutent, par exemple. Donc, nous avons aussi une exclusivité des achats. Très souvent, dans un contrat, une fois qu'on a passé un contrat avec un prestataire, un titulaire de marché, nous allons lui commander les prestations à lui et pas aller chercher à l'extérieur les achats. Donc, c'est une garantie aussi. Donc, ça doit être inscrit dans les contrats, d'où la nécessité, mais on le verra plus tard, de lire effectivement le dossier de consultation qui vous est remis ou la lettre de consultation. Mais ça, on en parlera plus tard. Au niveau financier, il y a aussi des minimums garantis, qui peuvent être garantis dans les contrats. Donc, l'acheteur va afficher le minimum annuel, très souvent, garanti sur le contrat. Donc là aussi, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, mais ça vous donne une perspective quand même de commande qui est, je dirais, importante puisque vous avez une perspective financière pour vos entreprises. Donc ces montants minimum garantis doivent aussi là figurer dans les contrats. Donc c'est des choses qu'il faut surveiller. Vous avez aussi la possibilité, et même c'est une exigence pour les acheteurs, d'être réglé par mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'exécution d'un contrat pour être rémunéré. Chaque mois, en tout cas en travaux, tous les trimestres pour les fournitures et services, mais il y a possibilité de demander mensuellement. L'acheteur se doit de vous rémunérer sur facture pour ce qui a été exécuté. Alors, une des règles importantes et incontournables, c'est le service fait. À part l'avance dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, on ne peut payer que sur service fait ou alors au niveau des travaux sur des montants estimés. Ensuite, il y a aussi possibilité, si vous travaillez avec un sous-traitant, c'est une obligation d'avoir ce sous-traitant qui est directement payé par l'acheteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire l'avance de ce montant, c'est l'acheteur public qui va payer en direct ce sous-traitant. C'est une obligation
Et donc, il y a aussi obligation de déclarer ce sous-traitant pour que l'acheteur public soit au courant qu'il y a un partenaire qui travaille avec vous. On va agréer ces conditions de paiement et ensuite, vous, ce que vous avez à faire, c'est définir que ce qu'il y a à payer, c'est cette somme. Vérifier en fait que la somme proposée par le sous-traitant est la bonne dans le cadre de l'exécution de votre contrat. Donc, pour la suite des avantages, je passe la parole à Marjorie. Merci. Donc, je vais vous parler du sourcing. Donc, pendant très longtemps, c'est vrai qu'au niveau du service achat, on avait pour habitude de ne pas rentrer en contact avec les entreprises. C'était des procédures qui étaient faites sans réelle rencontre auprès des... Enfin, on ne rencontrait pas vraiment les fournisseurs. Ça a changé, en fait, le code des marchés publics de 2016 a consacré en fait, le sourcing. Le sourcing, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre, un contact, une mise en relation avec les fournisseurs en amont des procédures. C'est forcément en amont. Une fois que la procédure est lancée, c'est terminé. Et ça permet en fait de pouvoir mieux rédiger le cahier des charges, de voir vraiment ce qui existe sur le marché, qu'est-ce que les entreprises sont en capacité de pouvoir répondre, pour proposer comme offre. Comme ça, on peut adapter notre cahier des charges, voir s'il y a des choses innovantes, enfin voilà. Donc tout ça, ça passe par des rencontres qui peuvent être faites par des prises de rendez-vous, des rencontres vraiment physiques. Ça peut être aussi des questionnaires qui sont adressés à des opérateurs. On peut adresser des questionnaires à des entreprises. On peut aussi faire des publicités pour faire connaître notre intention de lancer un marché, avec donc une mise à disposition d'un questionnaire que les entreprises peuvent télécharger. Elles y répondent, elles nous le retournent. Donc en fait, ça permet de pouvoir poser des questions qui nous aident, nous, à mieux savoir comment rédiger notre cahier des charges pour qu'il colle le mieux possible à ce qui existe sur le marché, en fait. Donc voilà, et vous pouvez aussi, vous, prendre aussi la tâche de collectivité, d'acheteur, pour vous faire connaître. Ça peut être dans les deux sens, hein. Nous, on peut aller vers vous, mais vous aussi, vous pouvez aller vers nous. Si vous avez notamment quelque chose un peu d'innovant, de nouveau que vous souhaitez nous, voilà, donc vous pouvez prendre contact avec les services achats, mais forcément bien en amont de la procédure. Et nous, il faut qu'on ait terminé à peu près, c'est bien de terminer à peu près 1 mois avant de lancer la procédure, parce que nous aussi, on a besoin après de réfléchir en interne avec les prescripteurs, avec les services techniques qui passent aussi le marché, pour voir comment adopter notre cahier des charges. Sur marché online, sur notre site, sur le site du département, en fait, parce que quand on met aussi sur marché online, on a également la publicité qui apparaît sur notre site, sur AWS, mais Marcel 26, voilà, Marcel 26, moi aussi. Mais c'est vrai que et souvent, on prend contact avec vous pour vous rencontrer, vous venez au bureau et puis on échange. Et par contre aussi, on souhaite vous rassurer sur ça, c'est qu'en fait, nous, on est aussi tenus par le secret des affaires. Donc, si vous avez un procédé, quelque chose que vous avez à nous présenter et qui est voilà, un petit peu nouveau, nous, on ne va pas indiquer ceci dans le cahier des charges parce que sinon, déjà, ça limite la concurrence. Donc, on ne peut pas non plus indiquer qu'on veut un tel procédé si c'est un procédé qui est détenu par une entreprise en particulier. Donc, on ne le fera pas. Par contre, on peut, nous, quand on lance la consultation, avoir un questionnaire dans lequel on pose des questions ouvertes. Comment proposez-vous de répondre à tel élément de notre cahier des charges? Et là, les entreprises qui ont des choses intéressantes peuvent nous proposer leur procédé qui est spécifique. Est-ce qu'on a répondu, Pierre, à votre question? D'accord. Je dirais que ça dépend en fait de la collectivité ou de votre interlocuteur. Puisque en fonction de la taille de votre interlocuteur, il va falloir que vous adaptiez en fait votre prise de rendez-vous. Et il est évident que sur une petite collectivité, une petite commune qui n'a pas beaucoup de services techniques, voire pas de services techniques, il va falloir contacter directement le secrétariat de la mairie et contacter le maire ou l'adjoint qui est en charge du domaine. Sur une collectivité, une agglomération, une collectivité comme le département de la Drôme, c'est vrai, on est structuré, on vous parle de service achat depuis le début. Là, il va falloir contacter les acheteurs
qui, eux, sont à même de savoir vers quel interlocuteur technique il va falloir vous diriger. Donc, c'est la porte d'entrée pour les grosses collectivités, les services achats. Donc, sur l'ensemble des sites des collectivités territoriales, vous allez pouvoir vous repérer dans l'organigramme pour trouver le bon interlocuteur. Mais la porte d'entrée à privilégier sur les grosses collectivités, c'est le service achat. Non, vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous validera au niveau national. Ça va être collectivité par collectivité que vous allez devoir démarcher. Alors, je pense que ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir aller tester sur une collectivité et puis ensuite, voilà, la preuve par l'expérience et par ce qui sera mis en place pour convaincre les autres collectivités. En fait, ce qui est important, c'est que vous allez devoir pousser les portes. Vous allez devoir avoir une démarche très proactive pour aller vers les acheteurs et démontrer en fait l'intérêt de votre produit, l'innovation et ce qui n'empêchera pas derrière potentiellement une mise en concurrence. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous sommes dans l'obligation de mettre en concurrence. Alors, sauf si vous êtes vraiment sur un besoin très spécifique, par exemple, s'il est breveté. S'il est breveté, on peut se passer d'une publicité, on peut se passer de la consultation, on peut aller sur une procédure sans publicité ni mise en concurrence, donc de gré à gré. Néanmoins, on est vraiment soumis à des règles. Ça, c'est extrêmement important que vous ayez en tête qu'il y a une réglementation des marchés publics que nous devons, chaque acheteur public, respecter. Néanmoins, encore une fois, ce qui est possible, c'est d'aller démarcher avant les procédures. Et ça, c'est extrêmement important. Nous pouvons maintenant échanger et rentrer dans des discussions de business, en fait, comme ça se fait dans le privé. Mais néanmoins, il y a des règles qui s'appliquent à tous. C'est extrêmement important de l'avoir en tête, d'être dans cette démarche-là, mais vous allez devoir effectivement pousser les portes. En fait, c'est le montant à partir duquel nous ne sommes pas dans l'obligation de mettre en concurrence. On peut aller de gré à gré. Chaque acheteur est responsable de ses deniers, en fait. Voilà. Ça, c'est important. Et que ce soit les communes, les départements, la région, l'État. En fait, chaque collectivité publique, ou encore aussi les entreprises telles que SNCF, EDF, comme on vous l'expliquait aussi en préambule. Les seuils sont différents selon les typologies de collectivités. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Mais néanmoins, nous sommes tous soumis à ces règles de marché public. Je crois que la réponse, elle mérite d'être claire. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Donc, si vous voulez creuser un peu plus, il existe un guide du sourcing qui a été fait par la Direction des achats et de l'État de mars 2019. Voilà, si vous voulez vous y reporter pour voir un petit peu comment procède, comment est-ce qu'on peut opérer dans le cadre d'un sourcing. Ensuite, l'un des gros avantages de la commande publique, c'est que vous avez des règles du jeu et vous avez vraiment des contrats explicites. Alors, ça pourrait paraître de la lourdeur, mais en fait, l'avantage, c'est que tout est écrit, en fait. Et vous savez exactement comment vous devez répondre, parce que vous avez un règlement de la consultation ou une lettre de consultation qui est mise à disposition, qui est publiée. Pardon de vous couper. Alors, oui. Dans la pratique, ça marche comment? Alors, le règlement de la consultation, en fait, c'est un document qui permet de savoir exactement, de donner toutes les informations aux entreprises qui souhaitent répondre. Elles pourront vraiment savoir comment est-ce qu'elles peuvent répondre à la consultation. Quels sont les documents quand elles voient une publicité, elles vont aller récupérer le dossier de consultation. Et là, elles vont lire le dossier de consultation et elles vont pouvoir voir déjà qu'est-ce que comprend le dossier de consultation, quelles sont toutes les pièces qu'elles doivent avoir à disposition pour être en capacité de répondre. Et dans le règlement de la consultation, elles vont pouvoir voir aussi quelles sont les pièces à remettre. Parce qu'en fait, quand elles vont répondre à la consultation, elles vont devoir fournir des documents. Donc, il y a toute la liste des pièces que les entreprises vont devoir remettre. Il y a également des informations sur la négociation. C'est aussi très important de savoir si une négociation sera prévue. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que vous trouverez dans le règlement de la consultation les critères d'attribution. Les critères d'attribution, c'est les éléments qui vont nous permettre de savoir comment va être analysée l'offre. Justement, j'allais vous demander, mais comment au final vous allez retenir? Qu'est-ce qui va retenir? Justement, dans le règlement de la consultation, il y a un article pour retenir l'entreprise. Oui, dans le règlement de la consultation, il y a un article propre à l'analyse des offres. Où, dans ce cas-là, on indique vraiment clairement comment vont être analysées les réponses reçues. Ça passe par une pondération, c'est-à-dire qu'on retient plusieurs critères et chaque critère a un poids.
Par exemple, pour vous donner un exemple, vous pouvez avoir la valeur technique sur 60 points, le prix sur 40, mais la valeur technique, on ne va pas en rester à la valeur technique, elle va être décomposée en sous-critères. Chaque sous-critère va également être découpé. On peut aussi aller, carrément, encore aller plus loin, aller sur un cadre de réponse. C'est-à-dire que la partie technique, on va la décomposer en plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, il y aura des questions. Chaque question aura un nombre de points affectés. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas du tout dans la subjectivité. En fait. Il y a tellement de découpage qu'on arrive à trouver vraiment, enfin, c'est pas au doigt levé qu'on analyse une offre, c'est vraiment en décomposant, en notant point par point les éléments. Et ensuite, au niveau du prix, mais l'entreprise qui est la moins disante, celle qui propose la meilleure offre, a le nombre de points maximum. Et ensuite, c'est au prorata. On calcule en fonction des autres offres et on fait une proportionnelle, en fait. Ce qui fait que, in fine, on arrive à une note sur 100. Et celle qui a la meilleure note, c'est celle qui arrive en première place du classement et qui est censée être attributaire du marché. Donc tous ces éléments sont prévus dans le règlement de la consultation. Une fois que la consultation est terminée, ce document, vous pouvez le jeter. Ça ne sert plus à rien. Mais l'avantage, c'est que vous savez clairement ce que vous devez faire pour pouvoir répondre et comment ça va être analysé jusqu'à l'attribution. Donc c'est pour ça peut paraître lourd, mais en fait, c'est de la transparence. Donc voilà. Et ensuite, l'autre avantage aussi, c'est que vous avez d'autres pièces dans la consultation qui sont des pièces qui, elles, par contre, sont contractuelles. Et ça oblige à savoir, en fait, quels sont les avantages, quelles sont les obligations de chacune des parties. Donc, vous avez des pièces administratives, vous avez un cahier des clauses techniques particulières, vous avez des pièces techniques, cahier des clauses techniques particulières, des pièces administratives, et tout est prévu dans ce marché, dans les pièces du marché qui, au final, seront contractuelles. Alors, si vous avez un marché de 100 000 euros, de 90 000 euros, qui est un marché, entre guillemets, innovant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mise en concurrence qu'il n'y a pas de formalisme. Nous, ça passe forcément par nous. Nous, on intervient, service achat, à partir de 40 000 euros. Et en fait, on aura quand même des pièces contractuelles. Justement, même si c'est un marché sans pub et sans concurrence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de formalisme. On aura quand même une lettre de consultation, c'est-à-dire on peut quand même vous indiquer quels sont les documents que vous devrez remettre. Il n'y aura pas de critères. Si vous êtes le seul, forcément, il n'y aura pas de critères. Mais après, on aura des pièces contractuelles qui vont devoir aussi indiquer quelles sont les obligations réciproques. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mise en concurrence qu'il n'y a pas de formalisme. Alors, l'organisation, elle est clairement propre à chaque collectivité. Donc là, c'est ce qu'on vient de vous expliquer, c'est l'organisation du département de la Drôme. Sur des collectivités plus petites, quel que soit le montant du marché, un marché, en fait, commence dès le premier euro. Vous engagez 1 euro de dépense, vous êtes sur un marché. Après, effectivement, le formalisme va dépendre des montants. Alors, on peut, effectivement, en dessous de 40 000 euros, on est dans un formalisme très simple. Ça peut être une simple demande de devis. Au-dessus de 40 000 euros, on est sur une procédure adaptée qui est un peu plus simplifiée. Et comme on vous le disait, il y a certains seuils à partir duquel on est sur un appel d'offres. Alors là, on sort, je dirais, l'artillerie lourde, avec vraiment tout un tas de contraintes et de démarchage. Effectivement, ces seuils vous permettent de comprendre la complexité du marché. Et en dessous de 40 000 euros, vous l'avez effectivement compris, on est sur... on n'a plus de formalisme, on est moins tenu à des obligations, on n'est pas tenu à l'obligation de mise en concurrence. Pour autant, on est sur un marché, ça veut dire qu'on va avoir un contrat au terme du marché. Ça peut être un devis très simple, hein, mais on est quand même en contrat ensemble, les deux parties. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que les seuils permettent de comprendre la complexité du marché. Encore une fois, en dessous de 40 000 euros, vous êtes effectivement sur quelque chose, un marché qui est beaucoup plus simple, avec un formalisme de passation qui finalement est plus souple et qui peut être lancé dans certaines collectivités ou dans certaines mairies, simplement par les techniciens. Donc il suffirait effectivement d'aller voir un technicien, d'expliquer votre besoin et vous pourriez contractualiser ensemble. Vous n'aurez pas à répondre à une consultation avec mise en concurrence. Effectivement. Ouais, je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, on peut très bien être sur un marché innovant, sans pub et sans concurrence. Pour autant, on aura besoin de mettre en place avec vous les conditions financières d'exécution du marché. Est-ce qu'il y aura des avances? Est-ce qu'il y aura des acomptes? Comment est-ce que vous allez être payé? Si jamais vous ne remplissez pas vos obligations telles qu'elles sont prévues, quelles seront les pénalités? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mise en concurrence qu'il n'y a pas de formalisme quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait les conditions d'exécution administratives, techniques et financières qui doivent être écrites. Voilà. En fait, effectivement, on avance un petit peu sur la présentation. Donc, pour l'envoi des factures, mais il n'y a pas de souci, pour l'envoi des factures,
Elle se fait de manière dématérialisée, quel que soit l'acheteur public. C'est-à-dire que vous contractualisez avec l'État, avec une commune, avec un département, avec une région. Vous allez envoyer votre facture sur une plateforme dématérialisée qui s'appelle Chorus. C'est la même pour tout le monde. Et donc, vous serez toujours payé à 30 jours, si c'est ça votre demande. Par contre, c'était peut-être par rapport aux 30 jours. Par contre, les conditions, c'est-à-dire s'il y a une avance, etc., ça sera propre à chaque marché et à la négociation ou les conditions qui auront été déterminées avec la collectivité au moment de la consultation. Mais les 30 jours, c'est clairement pour... ça s'impose à tous les acteurs publics. Non. Depuis quand même plusieurs années, les références ne sont plus, c'est plus un élément qui permet d'écarter l'entreprise. C'est-à-dire vous pouvez très bien être nouvellement créé, ne pas avoir de référence, mais pour autant vous pouvez quand même présenter votre offre en indiquant quand même tout. Enfin, j'imagine que vous avez peut-être aussi déjà travaillé peut-être dans une autre entreprise où vous avez démontré que vous aviez un savoir-faire, que vous aviez. Et bien tout ça, vous pouvez le mettre en avant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de donner des éléments propres à l'entreprise, mais propres surtout à votre savoir-faire personnel. C'est-à-dire que si vous êtes dans une petite structure, vous êtes tout seul, mais vous avez quand même eu d'autres expériences, vous avez mené d'autres projets par ailleurs, mais vous pouvez très bien le décrire au niveau de votre candidature. En plus, on peut très bien, nous en général, on regarde la candidature après avoir regardé l'offre. Donc, même si vous pouvez très bien avoir remis un très bon mémoire technique, un mémoire technique, c'est le document dans lequel vous définissez la façon dont vous allez répondre à la consultation sur le plan technique. Nous, on va d'abord regarder ce document en premier. Donc, si vous avez une très bonne méthodologie, si vous présentez un dossier qui est vraiment très bon, vous pourrez très bien avoir une très bonne note au niveau technique, arriver en première place du classement. Et c'est une fois que vous serez en première place du classement que là, on va vraiment regarder la partie plus candidature. Et là, on verra, on dit, oui, mais d'accord, il est peut-être tout seul, ils sont peut-être que deux dans l'entreprise, mais ils ont un savoir-faire qui est pertinent, et ce qui fait que vous pouvez parfaitement être titulaire sans même avoir une première expérience similaire dans une autre collectivité. Donc en fait, ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. En fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est ce seuil des 40 000 € qui vous permet de débuter. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attaquer sur des petits marchés pour vous faire votre expérience et pouvoir, sur des plus gros marchés où effectivement vous allez vous retrouver soumis à des règles de concurrence, pouvoir démontrer que sur des marchés inférieurs à 40 000 €, vous avez pu mettre en œuvre votre savoir-faire. Clairement, s'il y avait une stratégie que je vous conseillerais aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est attaquer petit, peut-être sur des petites collectivités, selon le produit que vous avez à proposer, hein, mais attaquer petit, et puis derrière, vous pourrez aller attaquer des plus gros marchés en ayant du coup acquis des références sur des petites mairies ou des petits marchés lancés par des plus grosses collectivités. Mais ce qui est un peu comme ce seuil de 40 000 € qui a été augmenté, hein, il a été de 15 000 € puis de 25 000 €. Aujourd'hui, il est de 40 000 € hors taxe. Ce qu'on n'a pas précisé aussi. Hein. Ce qui est important de dire, c'est que c'est du 40 000 € hors taxe. Ce seuil est important pour vous qui démarrez et qui vous souhaitez apporter un nouveau savoir-faire. Ce serait en tout cas un conseil que je vous donnerai qui est celui-ci. De toute façon, il faut bien que vous puissiez démarrer. Donc, à un moment donné, c'est sûr que sur les petits marchés, c'est pour ça qu'encore une fois, effectivement, sur les plus gros marchés, on va plus regarder la santé financière des entreprises. Sur les petits, c'est là où je vous conseillerais effectivement d'aller par rapport à cette problématique-là de démarrer. Oui, en matière de fourniture et de services, c'est vrai que le chiffre d'affaires, on le demande, hein, parce que ça fait partie des éléments à demander dans le cadre de la candidature, mais ce n'est pas du tout quelque chose de rédhibitoire en fourniture et services, en tout cas. Après, il se peut que parfois certaines consultations affichent un chiffre d'affaires. C'est en fonction un peu aussi de la collectivité territoriale qui a besoin de se rassurer aussi par rapport à une exécution. Mais c'est vrai qu'on est souvent quand même en fourniture, service et sur des marchés à long terme qui sur le long terme obligent la collectivité à se rassurer. Merci. Donc ensuite, oui, ce qui est aussi intéressant au niveau de la commande publique, c'est que la négociation est de plus en plus pratiquée. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était quelque chose qui était quand même prévu, mais maintenant c'est quand même vraiment du courant. La plupart des marchés qui l'autorisent, hein, parce que toutes les négociations ne sont pas permises. Hein. En appel d'offres, par exemple, la négociation est interdite. Mais tout ce qui est procédure adaptée, généralement la négociation est prévue. Donc là, il faudra bien vous reporter au règlement de la consultation pour voir s'il y a une négociation qui est prévue.
La négociation, elle ne se fait pas généralement avec toutes les entreprises, parce que c'est aussi une perte de temps. S'il y a 10 entreprises qui répondent, on ne peut pas négocier avec les 10 entreprises. La plupart du temps, enfin nous en tout cas, moi dans les marchés que je mène, on négocie avec les 3 meilleures offres. On fait une analyse, on note, et les 3 entreprises qui ont les meilleures notes, on va mener des négociations avec elles. Les négociations, ça peut être des négociations par des rencontres, ça peut être des négociations écrites. On peut l'avoir prévu, ça, dans le règlement de la consultation, ou en tout cas, nous, quand on invite les entreprises à une phase de négociation, on leur indique clairement dans la lettre de négociation comment elle va se dérouler. Et c'est bien sûr toujours dans le respect des grands principes de la commande publique, où on fait une traçabilité, on essaie aussi, on fait en sorte qu'elle se passe de la même manière avec tous les candidats. Alors ça ne veut pas dire, on n'est pas non plus complètement... Si on prévoit une négociation d'1 heure avec chaque candidat, et si avec un candidat ça dure une demi-heure, on ne va pas prolonger. C'est-à-dire le principe d'égalité de traitement ne fait pas qu'on va absolument avoir le même délai avec tout le monde, c'est juste qu'on aura en tout cas invité les entreprises à rester avec nous ce même délai. Voilà. Donc il faut toujours garder à l'esprit toujours les grands principes de la commande publique. Non. Mais, en fait, non, mieux disant. C'est-à-dire que nous, on retient, on fait une analyse des critères. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, on regarde le mieux disant. C'est-à-dire, on regarde la note qui découle en fait des critères que l'on a mis en place. Si on a 2 critères, 3 critères, on retient une note globale qui correspond à l'ensemble des critères, dont le prix, mais pas exclusivement, au contraire. C'est même souvent, nous, on est plus souvent à 60 valeurs techniques et 40 prix. Et il y a vraiment un classement qui correspond à cette note globale. Et on retiendra les 3 meilleurs. Enfin, moi, c'est souvent comme ça que je fais. Après, chaque collectivité le définit comme elle l'entend dans son règlement de consultation. Parce que voilà, chaque marché est différent. Voilà. Donc, c'est une phase importante, la négociation. Là, vous êtes en capacité de pouvoir vendre votre offre. Et puis, l'objectif, c'est de l'améliorer. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va vous demander de baisser. Ce n'est pas du tout ça la négociation. C'est qu'on peut très bien même vous demander d'améliorer votre offre technique. L'amélioration peut aussi passer par, au final, une offre plus importante au niveau financier. Donc, c'est vraiment essayer de faire en sorte qu'on arrive à la meilleure offre et qui satisfasse en fait les acheteurs et puis vous, les entreprises. Voilà. Ensuite, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez avoir des contrats de longue durée. Nous, quand on passe des marchés, on passe quand même pas mal de marchés en accord cadre. Accord cadre, c'est les fameux bons de commande. Et là, on peut, généralement, ils sont sur 4 ans. Donc, 4 ans, pas forcément 4 ans fermes, on peut très bien faire 1 an, et puis après, on reconduit jusqu'à 4 ans. Mais ça vous permet quand même d'avoir une visibilité. Si vous avez un marché comme ça, vous savez que pendant 4 ans, normalement, vous devez avoir un contrat avec une collectivité. Et ensuite, ça correspond à la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire que la commande publique, ce n'est pas que pour les grosses entreprises, loin de là. Vous pouvez très bien être un auto-entrepreneur, une association, une entreprise nouvellement créée, une profession libérale. Vous pouvez parfaitement répondre à une consultation. Après, c'est sûr que si c'est un marché, voilà, comme disait Catherine tout à l'heure, selon la nature du marché, selon la stratégie, on ne va peut-être pas confier un marché stratégique très important qui va fixer des règles très importantes pour la collectivité sur peut-être plusieurs années. On ne va peut-être pas la confier à une entreprise où il y a une seule personne. Tout simplement parce qu'on va se dire, mais attends, une personne, si jamais elle a un souci personnel, un souci de santé, ça peut mettre en péril le marché. Donc voilà, en fait, tout dépend. On peut très bien le confier à une seule personne. Ça nous arrive très souvent. On a des psychologues, des psychomotriciens, on a des marchés où on sait pertinemment qu'on aura affaire à des professions libérales. Des associations aussi, notamment dans le domaine social. On a beaucoup d'associations. Donc il faut surtout, c'est pas parce que vous êtes une petite entité qu'il faut que vous vous dites, au contraire, osez, parce que c'est pas parce que vous êtes petit, nouvellement créé, que les marchés publics sont fermés pour vous. Encore une fois, osez la commande publique locale. Par contre, ce qui est très très important, c'est de bien vous défendre quand vous remettez une offre. Voilà, ça c'est le plus important. Peu importe si vous êtes petit, gros, le tout, quelquefois vous avez des grosses structures qui sont habituées à répondre et qui se disent non, de toute façon c'est bon, je suis connue, j'y vais un peu tranquille parce que voilà, ils me connaissent. Non, nous on juge vraiment sur les documents qui nous sont remis. Voilà, donc le plus important, c'est de bien préparer votre offre. Alors, c'est le code de la commande publique qui nous impose, en fait, pour tous les
marchés qui sont, enfin les accords cadres qui sont à bon de commande ou une autre technique d'achat, ce sont les marchés subséquents, c'est une méthode d'achat. Quand on ne connaît pas les quantités exactes de commandes, on peut passer plusieurs bons de commande ou plusieurs marchés subséquents et le code nous dit que c'est limité à 4 ans. Sauf des cas particuliers où, par exemple, nous, on a un investissement très important. Par exemple, on doit acheter un gros appareil de reprographie qui nécessite une maintenance pendant plusieurs années. Dans ce cas-là, on pourra passer un accord cadre sur plus de 4 ans, mais c'est une dérogation. Le principe, c'est que les accords cadres sont limités à 4 ans. 4 ans fermes ou 1 an reconductible. Voilà, je pense que ce qui est important par rapport à ce que vient de vous expliquer Marjorie, c'est vous dire que quand vous êtes sur une procédure qui est adaptée ou formalisée, ce qui va être important, c'est l'offre écrite que vous allez remettre. Ça, c'est, je pense, extrêmement important que vous l'ayez en tête. Lisez bien le règlement de la consultation qui donne les règles du jeu et les critères d'attribution. Et ça vous permettra de remettre une offre écrite qui soit adaptée. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'une telle ou telle est connue ou est allée à démarcher auprès de tel technicien et que du coup le technicien est convaincu. La problématique, c'est que l'offre va être analysée sur l'écrit et ce que vous allez pouvoir avoir dit en négociation. Mais ce seront les deux seuls moments. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que vous auriez pu échanger avec un technicien en amont. Par contre, une fois que la consultation est lancée, que la publicité est lancée, on ne peut plus avoir d'échange. On ne peut plus avoir d'échange avec les entreprises, si ce n'est à travers les écrits qu'on va avoir. C'est ce que je vous disais en préambule, c'est qu'on a le droit d'échanger, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est bien en amont. Une fois que la consultation est lancée, c'est terminé. On n'échange plus, sauf dans le cadre des négociations. C'est le seul moment où on peut échanger. Ça, c'est extrêmement important dans la temporalité, que vous l'ayez en tête. Donc, allez vous présenter en amont, ça, il n'y a aucun problème. Une fois que l'acheteur public a lancé la consultation, qu'elle est publiée sur les plateformes, c'est terminé. On ne peut plus échanger. Moi, je vais vous parler en fait d'autres avantages. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure suite à la question, c'est l'avantage de la dématérialisation des factures qui se font par une plateforme unique qui s'appelle Chorus. Donc ça, à chaque fois, dans les contrats que vous aurez signés avec une entité publique, vous aurez l'adresse et la manière de déposer vos factures. Mais maintenant, les factures se font uniquement de manière dématérialisée via cette plateforme. Ce qui est important aussi, c'est de dire que la dématérialisation a pris aussi le pas en termes de marché public, puisqu'aujourd'hui, tout se fait de manière dématérialisée. Vous allez trouver des publicités sur des sites spécialisés sur lesquels vous pouvez trouver ces annonces. Vous pourrez répondre en ligne, donc il faudra remettre. L'offre papier n'existe plus. Vous ne pouvez plus, c'est plus comme avant où vous alliez dans la collectivité déposer votre offre papier à l'accueil ou auprès de l'acheteur. Ça, c'est terminé. On est uniquement sur du 100% dématérialisé. La signature peut se faire aussi dans certains cas de manière 100% dématérialisée. Donc ça, c'est l'acheteur, c'est le règlement de la consultation qui va vous définir si l'acheteur public a prévu la dématérialisation. Nous, en tout cas au département de la Drôme, effectivement, nous travaillons avec des signatures dématérialisées. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui de partout, mais ça a quand même tend à l'être. Donc si vous avez une remise d'offre à faire, en tout cas une signature de marché à faire, je vous encourage à vous munir d'un certificat électronique qui se trouve dans les chambres de commerce et d'industrie notamment. Vous pouvez trouver ces certificats électroniques si vous n'en avez pas. Mais c'est important que vous puissiez vous munir de ces certificats électroniques au cas où l'acheteur l'impose. Il y a des plateformes, comme je vous disais, sur lesquelles vous pouvez trouver les annonces. Alors, typiquement, au département de la Drôme, nous, on a mis en place une plateforme qui nous est spécifique, qui s'appelle Marcel 26, sur laquelle vous allez retrouver toutes les consultations des acheteurs publics du département. Donc, ça va être les consultations du conseil départemental, mais également des agglos, des communes, des hôpitaux du territoire de la Drôme. Donc ça, c'est Marcel 26. Mais en France, il y a plusieurs initiatives comme ça qui ont été mises en place par les acheteurs publics. Donc ça, c'est propre à chacun de vos territoires. Vous allez pouvoir trouver ces plateformes. Et puis, on a une plateforme aussi de l'État qui s'appelle Approche. Voilà, donc il y a un certain nombre de plateformes. Il y a des moteurs de recherche qui existent, alors qui sont plus ou moins payants pour vous permettre, à travers des mots-clés, de vous inscrire et d'être en alerte des consultations qui pourraient sortir. Il suffit de rentrer les mots-clés qui correspondent à votre offre et ça vous permettra d'avoir toutes les annonces en France qui correspondent, tous les marchés publics qui sont publiés
et qui vous permettront de répondre aux consultations. Je voulais juste rajouter par rapport à la simplification, une des idées très fortes qui revient dans la commande publique, c'est oui, mais il nous faut tout un tas de papiers, on doit vraiment avoir des gros dossiers. Voilà, c'est vraiment paperasse. Ce qui est noté, c'est que le Code de la commande publique a énormément simplifié cet aspect-là et que la personne qui sera la plus embêtée, ce sera le titulaire du marché à la fin. Et donc le titulaire du marché, quelque part, il va être satisfait d'avoir à monter son dossier de candidature, sachant aussi que ces dossiers de candidature, en fonction des collectivités, peuvent être déposés sur des sites, je dirais que vos attestations, comme quoi vous avez bien payé vos impôts ou vos charges sociales, etc., vous pouvez les déposer une bonne fois pour toutes sur des sites. Et donc, si vous indiquez à la personne publique que vous avez déposé ces éléments sur ce site, la personne publique ne viendra pas chercher à nouveau la copie, etc. Sauf si, bien sûr, la copie déposée n'est plus bonne, n'est plus valable. Mais sinon, l'acheteur public va aller, lui, chercher les éléments. Donc ça, c'est une vraie simplification qui a été apportée et qui peut vous soulager au niveau administratif de tout ce poids de constitution de dossiers et de documents à jour. Voilà. Alors, Plateforme. je peux parler pour le conseil départemental. On a une plateforme, donc c'est une société commerciale, e-attestation, sur lequel on indique dans nos règlements de consultation que les entreprises peuvent aller déposer. Mais ça sert pour nous, mais ça sert aussi pour toutes les autres collectivités qui sont abonnées à e-attestation. Donc, c'est un élément qui est important de savoir. Une fois que les pièces ont été déposées sur e-attestation, ce n'est pas nécessaire du coup c'est déposé une fois pour toutes. Voilà, c'est ça, c'est déposé une fois pour toutes, sachant quand même que chaque année, il va falloir redéposer l'attestation qui sera valable pour l'année en cours. C'est comme vos attestations d'assurance ou autres, c'est la même chose. Les marchés à lotis, donc ça c'est une facilité qui est apportée. C'est l'État qui souhaite très fortement favoriser les PME, PMI et qui a donc inscrit dans le Code de la commande publique l'obligation pour l'acheteur d'allotir. Cette obligation est très souvent mise en œuvre. Parfois ne peut pas l'être pour des raisons purement techniques, mais très souvent les consultations sont quand même alloties, notamment au niveau géographique, ce qui permet d'avoir des rayons d'action pour les entreprises qui postulent, qui sont connues, sur lesquelles il n'y a pas d'aventure à avoir. Ils savent exactement sur quel secteur géographique ils vont travailler, intervenir. Il y a aussi des spécificités techniques liées au métier de chacun. On sait qu'on ne peut pas mélanger, je dirais comme dans nos placards, les choux, les carottes ou je ne sais quoi. Donc il faut vraiment que chaque métier se retrouve dans la consultation. Et donc l'illustration la plus facile à faire, c'est en matière de bâtiment où chaque artisan a un métier spécifique et donc chaque lot représente un métier. Donc voilà, on a le menuisier, on a celui qui pose les revêtements de sol, on a le gros œuvre et donc la consultation sera montée de cette façon-là. On a aussi, Marjorie en a parlé un peu, les accords cadres. Donc ça, c'est une technique d'achat qui privilégie les achats sur le long terme. Ça, ce sont des types d'achats. L'acheteur, en fait, sait qu'il veut commander telle et telle prestation ou telle et telle fourniture, mais ne sait pas exactement ni à quel moment ça va être mis en œuvre, ni dans quelle quantité ça va être mis en œuvre. Donc là, on est sur un travail autour d'un référencement d'entreprises, une ou plusieurs entreprises, que l'on va du coup référencer, sur laquelle on va les informer du cadre d'exécution, mais où
le marché va être exécuté au fur et à mesure des besoins de la collectivité ou de l'État ou de toute autre personne publique en charge de ce marché. Un marché peut être aussi ouvert aux variantes, c'est-à-dire qu'on a la personne publique va afficher ce que l'on appelle l'offre de base, donc une offre qu'il a construite techniquement avec l'aide ou pas d'un assistant, d'un maîtrise d'ouvrage. Et donc, cette solution de base, il l'ouvre aux variantes, c'est-à-dire qu'il ouvre la possibilité aux entreprises de faire des propositions qui leur sont propres techniquement. C'est-à-dire que si une entreprise a la bonne idée, encadrée par le texte qui spécifie ce sur quoi les variantes peuvent porter, cela permet aux entreprises en fait d'être force de proposition dans le cadre des consultations, et ça permet vraiment une liberté d'expression des prestataires. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre puisque c'est plus difficile à analyser. Ça peut être plus long, je pense au marché de travaux sur lequel il y a des calculs, etc., pour pouvoir savoir si la variante se tient techniquement. Il y a des zones en fait de recherche de qualité de cette variante et de technicité, de complexité, mais c'est quelque chose qui est important puisque ça amène des solutions différentes et parfois beaucoup plus alertes et même parfois économiquement supérieures à ce qui a été pensé à la base. On a aussi une procédure qui est plus complexe, qui s'appelle le dialogue compétitif. Ça, c'est une procédure qui est longue, je dirais, pour construire avec les prestataires qui se présentent sur cette consultation, peu à peu, la solution technique qui irait bien. Donc ça, c'est au fur et à mesure d'un dialogue, ça s'appelle dialogue, compétitif parce qu'il peut y avoir plusieurs prestataires en compétition. Et là, peu à peu, des solutions techniques sont mises en place avec les entreprises. Alors, ça peut être indemnisé. Ce n'est pas forcément une pratique très courante que de mettre de l'indemnisation. Ça fait partie des politiques spécifiques de toutes les personnes publiques, des choix. Mais oui, ça peut être des choses rémunérées. Très souvent, sur ce type de consultation, il y a une indemnité en face. Et puis, il y a les achats d'exclusivité, les achats sur lesquels il y a des brevets. Les entreprises nous prouvent qu'il y a un brevet et donc à ce moment-là, on est en consultation de gré à gré puisque seule cette entreprise peut nous mettre en face une solution qui est totalement adaptée mais dont elle détient la technicité en propre. Alors, se référencer, c'est aller voir les personnes publiques. C'est vraiment avoir une démarche commerciale, proactive, comme disait Clémentine, qui permet en fait d'aller au contact, présenter son produit, surtout si c'est un produit innovant, expliciter les conditions de mise en œuvre, les conditions financières aussi dans lesquelles ça peut être exécuté. Voilà, c'est vraiment aller au contact. Alors, chaque consultation affiche en fait son niveau d'attente d'expérience. Si vous avez de l'expérience en la matière, vous pouvez demander aux collectivités ou autres organismes publics pour lesquels vous avez déjà travaillé de vous donner des attestations de bonne exécution de votre contrat. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez aussi faire des listes de personnes publiques à contacter pour prouver que vous avez mis en œuvre de façon correcte si vous n'avez pas réussi à avoir d'attestation, par exemple. Donc, la personne publique pourra du coup avoir un référent
à contacter. Donc voilà, ça c'est des éléments sur lesquels vous pouvez aller pour prouver vos références. Par contre, ce n'est pas globalisé. Non. Je dirais que ça c'est c'est un des dossiers que vous devez monter pour pouvoir après, derrière, auprès de toutes les collectivités territoriales, vous référencer. Ce sera consultation par consultation. Donc voilà, on va reprendre un petit peu dans l'ordre, justement, ça permet de rebondir sur votre question. C'est pour bien vous resituer par quoi allez-vous commencer. Donc c'est effectivement, allez vous faire connaître. C'est un peu le message qu'on vous donne depuis tout à l'heure, mais faites-vous connaître, suscitez le besoin dans les collectivités, parce qu'en fait, je pense que la plupart des collectivités sont... Alors, surtout les petites, on est vraiment dans le quotidien. Et il faut que vous suscitiez le besoin auprès des agents techniques sur les petites collectivités. Les services achats, lorsqu'ils existent, sur les collectivités un peu plus importantes, un peu plus structurées, encore une fois, il en fleurit dans quasiment toutes les collectivités. À partir d'un certain seuil, on commence à voir vraiment la commande publique qui est centralisée auprès d'un service achat. Auparavant, elle était vraiment éclatée dans les services. Aujourd'hui, elle a plutôt tendance à se professionnaliser, à se centraliser. Donc, allez vers ces services achats lorsqu'ils existent. Ils vous réorienteront vers les techniciens, parce qu'il faut que vous puissiez discuter avec les techniciens, parce que c'est eux qui connaissent les besoins techniques et auprès desquels il faut susciter le besoin. Encore une fois, ce n'est pas le service achat, lorsqu'il existe, qui analyse techniquement. Ce sont bien les techniciens. Le service achat est là pour structurer la commande publique, travailler sur comment aller sur de la performance, de l'innovation, accompagner les services. On est vraiment des services ressources auprès des techniciens, mais le technicien, lui, c'est lui qui va avoir identifié le besoin et qui mettra en œuvre derrière et qui sera votre interlocuteur en cours d'exécution du marché. Donc voilà, je vous encourage vraiment à analyser vers quel type de structure vous souhaitez aller, du coup identifier le type d'interlocuteur qui sera le bon pour vous. Voilà. Mais ça, c'est extrêmement important que vous ayez une stratégie en amont de quelle est la taille qui correspond à votre besoin. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, lorsque vous débutez, peut-être commencer un peu plus petit pour derrière vous aller vers plus gros, avoir des attestations effectivement de bonne exécution qui vous pourrez joindre à vos pièces dans les marchés. Mais voilà, faites-vous connaître. Et ça, encore une fois, ça se fait avant le lancement des consultations. Ça permet en tout cas aussi aux techniciens, puisque ce sont eux qui rédigent les cahiers des charges. On appelle ça le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. C'est une pièce du marché. C'est le cahier des charges, c'est là où est défini le besoin. On peut travailler avec les entreprises en amont pour définir le besoin, en ayant en tête qu'il ne faut pas que l'on favorise une entreprise lorsqu'on rédige un cahier des charges. Donc les cahiers des charges doivent être ouverts pour permettre au maximum d'entreprises de répondre. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on tombe dans le délit de favoritisme. Clairement, il y a du pénal qui se joue aussi en marché public, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça aussi que la commande publique existe. C'est pour protéger les acheteurs publics et les élus de problématiques pénales liées au favoritisme. Mais ça, clairement, les services sont là pour gérer ça. Mais allez, en tout cas, allez vous faire connaître pour que les CCTP, vous puissiez y répondre, qu'ils soient ouverts suffisamment pour vous permettre d'apporter vos solutions. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Effectivement, comme vous l'a expliqué Marjorie en début de présentation, vous pouvez être consulté dans le cadre d'un sourcing. Ça permet aussi aux acheteurs publics de remettre en perspective leur cahier des charges, être sûr justement qu'il est suffisamment ouvert pour permettre à toutes les solutions d'être proposées. L'intérêt de l'acheteur public, c'est clairement d'avoir le plus de réponses possible pour pouvoir avoir une vraie mise en concurrence et vraiment pouvoir avoir l'offre qui correspondra le mieux à leurs besoins, qui sera la plus pertinente, la plus performante. Encore une fois, on est dans une gestion de deniers publics, on ne l'oublie pas, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des offres qui soient performantes pour les collectivités. Donc, si vous êtes approché dans le cadre de sourcing, je vous encourage vraiment à répondre. Ça peut être un exercice extrêmement intéressant et qui vous permettra de vous faire connaître. Et puis donc, une fois que la phase de sourcing, d'échange est passée, qu'on est dans un délai raisonnable, un délai raisonnable est à peu près estimé à 1 mois avant le lancement de la consultation,
à peu près, ce n'est pas écrit dans les textes, hein, mais c'est voilà, un délai qu'on estime plutôt raisonnable. Eh bien, les consultations sont lancées et là, vous pourrez aller sur les plateformes dédiées. Donc, je vous le disais, hein, Marcel 26 pour la Drôme, par exemple, ou d'autres qui existent et qui vous permettront là de répondre et donc de formaliser votre offre. Encore une fois, il faut que l'offre écrite soit vraiment adaptée au règlement de la consultation. Toute la règle est écrite. L'acheteur se doit de respecter ce qu'il a écrit et ne peut pas faire autre chose que ce qui est écrit. Ça, c'est extrêmement important aussi. Les règles du jeu, elles ne changent pas en cours de route. Une fois que la consultation est lancée, on n'invente pas des nouvelles règles, on n'invente pas des nouveaux critères. Vous avez tout dans vos mains. Donc, lisez bien les pièces. C'est extrêmement important. Oui, justement, je poursuis sur l'importance des pièces. Au niveau des pièces, une fois que vous avez vu une consultation qui vous intéresse, en fait, vous allez télécharger le dossier de consultation. Donc le dossier de consultation, vous prenez d'abord connaissance du règlement de la consultation, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça vous permet de voir quels seront les critères, enfin, la procédure, comment est-ce qu'elle va se dérouler, quels seront les délais pour répondre. Enfin, tout ça, c'est voilà, lié à la consultation. Mais surtout, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est le cahier des charges à proprement parler. Alors le cahier des charges peut prendre plusieurs formes. Comme le disait Clémentine, il y a une partie technique. Ça peut être un seul document, un cahier des charges qui regroupe tous les éléments, tant techniques qu'administratifs. Ou bien ça peut être scindé en deux, une partie technique et une partie administrative. Donc vous, vraiment, le cœur de... Enfin, c'est vraiment ce qui va vous intéresser, c'est la partie technique. Voilà, quel est notre besoin? Qu'est-ce que l'on attend des entreprises? Donc c'est vraiment ce document que vous allez lire en priorité. Il faut aussi avoir à l'esprit que parfois, vous pouvez aussi avoir des questions quand même en lisant nos documents. Quand on vous dit qu'on ne peut pas être en contact avec l'entreprise, il y a quand même un moment où vous êtes en droit de nous questionner, mais par contre, là, c'est questionné par écrit. Donc nous, on a notre plateforme où nous mettons nos publicités en ligne, et là, il peut y avoir des questions écrites, mais tout le monde en prend connaissance. Tous ceux qui ont téléchargé le dossier de consultation ont connaissance de ces questions. Et nous, quand nous répondons à toutes les entreprises qui ont téléchargé ou qui vont télécharger le dossier de consultation. Donc, si jamais il y a des points qui vous paraissent obscurs, vous avez quand même la possibilité de nous interroger par écrit. Et nous, on répondra par écrit et tout le monde aura le même niveau d'information. Voilà. Et les questions peuvent être sur tous les documents. Ça peut être le règlement de consultation, la partie technique, le CCTP, la partie administrative, le CCAP. Voilà. Donc, et le CCAP, bon, au prime abord, c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais n'empêche qu'il y a tout, par contre, c'est très important, il y a tout l'aspect financier. C'est-à-dire, quand vous allez répondre, vous saurez si vous avez des avances. Donc, les avances, c'est avant toute exécution du marché, vous recevez une somme. Ça peut être des acomptes, c'est-à-dire vous êtes payé au fur et à mesure. Tous ces éléments sont prévus dans le CCAP. Les pénalités aussi, n'empêche, il faut quand même qu'on en prévoie au cas où. Donc c'est aussi important pour vous de savoir, voilà, si jamais vous voyez des délais qui vous paraissent un peu, voilà, vous pouvez vous dire, il faut quand même que je fasse très attention parce que si par mégarde je venais à les dépasser, ben, je risque telle et telle pénalité. Voilà, donc c'est aussi des éléments à prendre en compte quand vous répondez à une consultation. Et dans le CCAP, vous verrez, il y a aussi des références à un CCAG, cahier des clauses administratives générales. Alors, ce n'est pas un document qui est joint à la consultation, parce qu'en fait, c'est un document que l'on rend contractuel parce qu'on y fait référence. Et vous avez des CCAG, on appelle ça CCAG, il y en a 6 qui existent et ils sont propres à chaque typologie de marché. Si vous répondez à des marchés de fourniture, vous avez un CCAG, fourniture courante et services. Si c'est prestations intellectuelles, il y en a un prestations intellectuelles, il y en a un travaux, il y en a un industriel, il y en a un TIC, si vous êtes plus dans les techniques de l'information et de la communication. Et j'en ai dû en oublier un, maîtrise d'œuvre, le dernier. Voilà, donc vous avez des références à ces documents. Alors, très franchement, je pense que personne n'ouvre les CCAG. Par contre, sachez qu'en cours d'exécution, nous, dans le CCAP, on peut appliquer le CCAG ou y déroger. Voilà, donc c'est quand même aussi important de savoir que, voilà, si vous lisez un cahier des charges, vous verrez le CCAG. Donc, vous savez que ce sont des règles administratives qui concernent toute la partie administrative, financière, contractuelle. Vous aurez des éléments sur les garanties. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. Et une fois que vous avez vraiment lu le règlement de la consultation, le cahier des charges, là ensuite, vous commencez à préparer votre offre.
Donc un autre élément important du cahier des charges, ce sont les pièces financières que l'on va vous demander de compléter. Donc les prix dans les marchés peuvent être soit unitaires, soit forfaitaires. Donc unitaire, c'est en référence à une quantité, hein, c'est comme les prix d'un catalogue. Et puis forfaitaire, en fait, c'est un ensemble de prestations, de fournitures ou autres qui sont fournies et dont on donne un prix global que l'entreprise doit chiffrer de façon globale. Donc ces prix, il faut être très attentif évidemment pour les construire. Il faut savoir que l'acheteur peut venir vous demander des sous-détails de prix, pour comprendre en fait comment vous avez construit votre prix, tout simplement parce que lorsque on est sur un prix forfaitaire ou sur un prix unitaire, on doit comprendre les moyens que vous mettez en œuvre pour arriver à chiffrer ces fournitures ou cette prestation. Je dirais que si on est sur un prix forfaitaire, dans le cadre d'un service, c'est intéressant de savoir combien de personnes avec seniors, par exemple, vont mener à bien la prestation, ou de juniors, du temps consacré à telle et telle phase. Donc ça, c'est vrai que c'est important pour l'acheteur de savoir et de connaître tout ça. C'est du temps pour vous, mais c'est aussi important que ces montants de contrat, vous y passiez du temps, puisque derrière, ça peut être très important pour votre entreprise, bien sûr, de chiffrer juste, d'être sur le bon niveau et de ne pas après travailler à perte. Par exemple, ça arrive où on a des entreprises qui viennent nous voir en nous disant je peux plus exécuter parce que j'ai mal chiffré et que voilà, c'est plus possible, on doit s'arrêter là. Nous, en tant qu'acheteurs, on a un travail autour des prix anormalement bas à mener. Donc, on doit, je dirais, repérer les prix qui sont potentiellement anormalement bas, et les textes de la commande publique, pour protéger les entreprises, toutes les entreprises dans la transparence, nous obligent à aller les consulter, à aller leur demander des explications, parce qu'il y a possibilité effectivement d'avoir des prix plus bas que son concurrent, mais il faut être en capacité de les expliquer. Et donc, ces explications-là, on va venir vous les demander. Et une fois que l'acheteur aura ces explications, il va derrière nous dire si oui ou non, il considère que l'offre est anormalement basse ou pas. Et donc, si l'offre est déclarée anormalement basse par l'acheteur, cette offre va être écartée. Donc ça, c'est quand même quelque chose. On descend même au niveau de la sous-traitance maintenant. Il y a une obligation des textes pour aller chercher les sous-traitants. Et donc ça, au niveau, je dirais, un peu de ménage dans des pratiques commerciales qui peuvent être virulentes pour certains concurrents, c'est quelque chose qui est, je dirais, de façon déontologique importante. Et donc là, le code nous oblige, et c'est une bonne chose, à aller faire ces démarches-là. Au niveau des prix, on a maintenant aussi, et ça c'est la crise Covid et puis la crise Ukraine qui nous a fait, je dirais, prendre conscience et mener à bien des prises en compte de difficultés des entreprises. On a la possibilité de mettre dans les contrats des révisions de prix que l'on met sur des périodes plus ou moins longues, mais qui, du coup, garantissent l'entreprise de la fluctuation de prix. On a des clauses de revoyure que l'on peut mettre en place qui permettent, pendant l'exécution du marché, de revenir sur un certain nombre de choses qui sont établies. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas du tout il y a quelque temps, mais il y a une vraie prise en compte des secteurs économiques et de leurs, je dirais, difficultés dans un contexte mondial complexe d'accompagner dans l'exécution du marché.
Donc ce n'est pas. Il y a des nouveaux textes sur l'imprévision, par exemple, qui sont mis en œuvre. Le Conseil d'État vient de sortir une clause qui permet de réviser la formule de prix, ce qui était sujet totalement tabou il y a quelque temps. Donc on voit que le législateur prend en compte vraiment dans la commande publique les aléas du monde, je dirais, et de la globalisation du monde. Voilà, je dirais que, pour rebondir sur ce que disait Marjorie, il faut vraiment consacrer du temps pour vos réponses, parce qu'on est en capacité, les techniciens sont en capacité de dire quand une offre a été faite un peu par-dessus la jambe, de façon superficielle, ça se voit, on n'est pas forcément dupe, et donc il faut soigner son dossier, le prix et la valeur technique en fait. Il faut vraiment, comme on est sur de l'écrit, il faut vraiment avoir une offre soignée. Oui, alors j'avoue, c'est une faiblesse. C'est assez partagé par les personnes publiques. On est en fait très souvent, la consultation est très souvent bout de chaîne, dire que de tout le processus de décision. On arrive et là, il faut tout de suite. Et voilà, donc vous comme nous, on est effectivement très très contraints sur des délais. On arrive à parfois négocier avec les techniciens, les directions opérationnelles, à allonger le délai, mais c'est un travail pédagogique aussi que nous avons à faire au sein de nos services. Voilà, effectivement, au cours de la procédure, lorsque vous vous apercevez que ce sera impossible, que c'est trop complexe, vous pouvez nous demander d'allonger les délais. Ça peut être jusqu'à combien à peu près? Un allongement de délai éventuellement, enfin... Oui, ça peut être une semaine, 15 jours. C'est difficile d'aller au-delà. Voilà, et on refuse en fonction des pressions que nous avons sur la mise en œuvre. Et voilà, ça peut être des choses qu'il est difficile de tenir. Il faut demander. Alors j'enchaîne sur quelque chose qui est très prégnant maintenant dans la commande publique et qui peut intéresser des entreprises qui sont innovantes, c'est l'achat durable. En fait, les textes de la commande publique et des lois autour de la commande publique sont allés, je dirais, permettre à l'acheteur de prendre en considération le développement durable. Donc, l'insertion sociale était déjà quelque chose qui était très mis en œuvre dans les collectivités, en particulier pour les départements, puisque on a le RSA à mettre en œuvre, mais toute la partie protection de l'environnement, achat durable au niveau verdissement de la commande publique, c'est devenu quelque chose de très fort et qui se retrouve dans beaucoup de cahiers des charges techniques. Donc là, c'est aussi les personnes publiques qui doivent se montrer très ouvertes vis-à-vis des entreprises qui sont force de proposition par rapport à cet aspect développement durable, protection de l'environnement, qui très souvent travaillent autour de la mise en place de matériaux qui peuvent du coup être plus économiques au niveau matières premières ou protection de l'environnement mise en œuvre. Et ces entreprises, nous leur ouvrons les portes, notamment au travers des variantes. Nous avons aussi une obligation d'acheter des matériaux recyclés. Il y a la loi AGEC qui a affiché en fait des pourcentages obligatoires sur des produits, des fournitures
oui, c'est ça, qui nous oblige en fait à avoir des matières recyclées ou qui nous permettent en fait de la réutilisation de fournitures. Et ça, c'est important aussi d'ouvrir nos cahiers des charges à ça. Nous avons une obligation maintenant d'afficher ce que nous faisons en la matière. Donc les cahiers des charges seront le reflet de nos attentes à ce niveau-là. Nous avons aussi des opportunités pour travailler en fait avec des entreprises qui vont mettre en œuvre des procédés innovants et qui, au niveau du carbone, par exemple, pourront être valorisés dans leur réponse, puisque commencent à se mettre en place des critères en lien avec le carbone et la diminution en fait, du carbone dans l'exécution des contrats. Donc, l'achat durable, c'est en développement, c'est écrit dans les textes et les collectivités, l'État se met en œuvre pour traduire en fait ces obligations dans leur cahier des charges. Donc, lorsqu'un acheteur a un besoin déterminé, en fait, il a deux possibilités. Soit il lance lui-même sa propre consultation, il définit son besoin, il rédige un cahier des charges, il lance sa consultation. Soit sinon, il peut recourir à une centrale d'achat. La centrale d'achat la plus connue, je pense que vous devez la connaître, c'est l'UGAP. Donc, quand un acheteur décide de passer par l'UGAP, le gros avantage pour lui, c'est qu'il n'a pas besoin de passer par il passe un contrat en fait, avec l'UGAP ou avec une autre centrale et il ne se soumet pas au code de la commande publique parce qu'en fait, ce sont les centrales elles-mêmes qui lancent les consultations pour le compte de X opérateurs. Et nous, en fait, on décide de recourir à la centrale pour nos achats et on n'a pas besoin de passer de marché public. Alors, le gros avantage, c'est un gain de temps pour l'acheteur. Ça peut être éventuellement aussi un gain financier parce que l'UGAP passe des marchés, l'UGAP ou une autre centrale, avec une massification. Parce qu'en fait, quand il passe commande pour le compte de X acheteurs. Donc, les quantités prévues au marché ne sont pas les mêmes que si nous lancions nous-mêmes notre propre consultation. Donc, normalement, on peut espérer une économie d'échelle et un gain financier. Alors, ce n'est pas automatique, mais voilà, on peut penser qu'il peut y avoir un gain. Mais c'est vrai que le gros avantage, surtout, c'est le gain de temps, parce que passer à un marché public, c'est aussi du temps pour un acheteur. Alors, il existe, donc l'UGAP, c'est la plus connue. Après, il y a aussi des plateformes qui sont plus orientées vers un type d'achat. Notamment, il y a RESA, qui concerne les achats hospitaliers. Il y a le CIA, c'est une centrale d'achat informatique aussi hospitalière. Et après, vous pouvez aussi avoir des grosses structures, des grosses collectivités, comme des régions qui ont aussi mis en place leur propre centrale d'achat. Mais c'est vrai que on passe quand même aussi, nous, par l'UGAP, mais ce n'est pas forcément notre choix. Parce qu'on aime bien quand même rédiger notre propre cahier des charges, prévoir nos obligations, définir quelque chose qui correspond réellement à notre besoin. Alors que quand on recourt à l'UGAP, on prend un cahier des charges qui est déjà tout fait. Donc c'est un avantage pour nous, mais on n'y fait quand même pas forcément très très souvent appel. Mais par contre, pour vous, ça peut être une opportunité aussi de vous rapprocher. Par contre, c'est pareil, il y a plusieurs centrales, donc si vous faites des démarches, c'est auprès de chaque centrale. Et vous pouvez aussi prendre contact, voir aussi de quelle manière vous pouvez, je ne sais pas s'il y en a qui font des référencements, ou bien vous pouvez aussi répondre aux consultations qui sont menées par les centrales. Ah non, justement, nous, la centrale, elle passe à marché à notre place. Ce qui fait que nous, si on a un achat de 1 million d'euros, qui nécessiterait pour nous la passation d'un appel d'offres, ou d'une procédure avec négociation ou d'un dialogue compétitif, là, on se soustrait complètement à l'obligation de mise en concurrence dans la mesure où on va faire appel à une centrale d'achat et c'est elle qui aura fait la procédure de mise en concurrence. Donc nous, on peut faire appel à l'UGAP pour n'importe quel montant. On n'a pas besoin de mettre en concurrence. On a un besoin. On a un besoin de 500 000 euros pour tel projet. Soit on décide de lancer nous-mêmes, soit sinon, pareil, on fait une sorte de sourcing, on regarde qu'est-ce qui peut être fait aussi, proposé par des centrales. On regarde, tiens, la centrale propose telle solution, elle est intéressante. C'est surtout les prescripteurs qui le font, ça.
Et si jamais ils trouvent une offre clé en main qui est proposée par la centrale, eh bien, il se rapprochera de la centrale et il passera commande auprès de la centrale. Et elle aura mis en place les procédures en amont. Les centrales en fait sont sur certaines thématiques. Alors pour appuyer, c'est vrai que l'acheteur public, c'est une stratégie. En fait, c'est des réflexions de stratégie. On va réfléchir si stratégiquement on a plus intérêt à passer par une centrale parce que, alors je pense par exemple en ce moment, c'est un vrai sujet, les achats d'énergie. Aujourd'hui, clairement, en petite collectivité, vaut mieux acheter notre électricité en passant par une centrale qui va massifier que passer nous-mêmes nos marchés d'électricité qui sont en plus extrêmement complexes à mettre en œuvre. Donc il y a des thématiques, des familles d'achats sur lesquelles il est bien plus intéressant pour nous de passer par des centrales. Je pense aussi aux achats de véhicules. Les achats de véhicules, forcément la massification des centrales, puisqu'elles achètent pour le compte de toutes les collectivités de France et de Navarre, en tout cas qui peuvent faire appel à elles. L'effet volume fait qu'il y a des prix qui sont extrêmement intéressants, donc on a intérêt. Par contre, effectivement, comme le disait Marjorie, on aime bien passer nos propres marchés parce que clairement on va pouvoir coller à notre besoin local. Donc sur des besoins assez standards, en fait, il y a un vrai intérêt à passer par des centrales d'achat et donc vous avez intérêt à vous faire référencer. Sur des besoins plus spécifiques, clairement, on a plus intérêt à passer nos propres consultations. Donc, en tout cas, au département de la Drôme, ce n'est pas la majorité des marchés, nous les passons nous-mêmes, clairement. Nous préférons et on a un vrai intérêt, c'est plus fin. Par contre, sur des volumes, encore une fois, plus importants, standards, où l'effet volume sur le prix joue, on a clairement intérêt à passer les centrales d'achat. On est vraiment dans de la stratégie achat en fait, donc d'où aussi la création des services achats, parce que c'est des réflexions qu'il n'y avait pas nécessairement. Auparavant, les centrales d'achat, c'était plutôt effectivement pour s'économiser passer des procédures que les entités publiques, et notamment les petites collectivités qui ont peu de personnel, qui sont peut-être moins aguerris à passer des marchés publics, ont un intérêt à passer par les centrales d'achat. Les plus grosses collectivités ont plutôt tendance à passer leur propre marché. On est clairement sur la stratégie en fonction des collectivités, de la taille, des ressources que l'on peut avoir, du financier aussi, clairement. Donc voilà, on est vraiment dans ces réflexions-là. Voilà, nous avons fait le tour en fait de ce que nous souhaitions vous présenter ce matin. En tout cas, j'espère que ça va vous avoir convaincu d'oser la commande publique et que ça va avoir un peu désacralisé ce monde-là qui peut sembler extrêmement complexe, mais vous l'avez vu, qui a tendance à se simplifier, qui a tendance à se rapprocher des acteurs économiques, qui voient l'intérêt de se rapprocher des acteurs économiques. Il y a clairement... c'est gagnant-gagnant. Et il y a de vraies volontés d'aller sur du partenariat. Donc vous l'avez compris, on est dans un cadre réglementaire contraint, mais néanmoins qui permet un certain nombre d'actions et de leviers intéressants, que ce soit pour les entreprises ou pour les acheteurs publics. Donc voilà, mais encore une fois, oser contacter, oser pousser les portes, oser contacter les collectivités, l'État, les acteurs publics. Je pense que vous aurez les portes qui s'ouvriront et des oreilles attentives. On est en recherche d'innovation, on est en recherche de gains financiers. On est aussi là pour aider le tissu économique local ou régional. Voilà, donc il y a un vrai intérêt commun à partager et à avoir ces échanges-là. En tout cas, nous, on était vraiment ravis d'avoir cette opportunité d'expliquer et de vous convaincre. À bientôt.